Bien, ben merci pour votre invitation. Bravo pour ces journées, cette journée et celle de demain qui semblent déjà fort passionnantes et stimulantes. Alors, ce que m'ont demandé les organisateurs, David et Lily, c'est de vous parler de ce travail que j'ai réalisé, on va dire récemment, et que j'ai appelé l'économie ordinaire des métropoles. Donc, on verra comment on rattache ça dans le débat avec la question de la démétropolisation, mais c'est sur cette focale donc que porte mon propos. Donc c'est un propos qui est repris aussi d'un ouvrage qui a été édité sur le même nom. Et ce sur quoi j'insiste dans cet ouvrage, c'est le fait que cette économie que je vais vous décrire, c'est une économie qui est invisible, oubliée et pourtant essentielle. Et là où on pourrait déjà faire un lien avec la question de la démétropolisation ou de la métropolisation, c'est que cette économie ordinaire participe pleinement de la métropolisation, c'est-à-dire que la métropolisation, c'est ce processus de concentration des richesses, des hommes, de l'activité économique dans les grandes villes du monde. Et ces processus ont été beaucoup analysés par une économie d'excellence, une économie cognitive, un peu une entrée élitiste de ce que serait la métropole et de ce que serait son économie, qui est pas fausse, sur laquelle on pourra revenir. Mais les métropoles, ce ne sont pas que ça. Les métropoles sont aussi des lieux d'accueil de travailleurs essentiels, invisibilisés, sont aussi des lieux d'accueil de populations étrangères, ont aussi leur part à prendre dans tout ce qui est du registre, certes de la solidarité, mais là aussi on va voir d'une économie productive un peu passée sous silence. Alors, on a beaucoup parlé, et je n'y reviens pas, des métropoles en tant que moteur de croissance économique, mais aussi source de solidarité territoriale. On pourra revenir sur ruissellement, sur solidarité, est-ce que c'est vraiment la même chose? On a beaucoup parlé de l'économie des métropoles, donc vue un peu par le haut, par ces idées de compétitivité, d'attractivité, d'excellence. On pourrait se poser la question des services rendus par la métropole aux autres territoires, et aujourd'hui avec les questions de transition écologique se pose la question inverse, c'est-à-dire le rapport aussi aux ressources, le rapport à l'eau, le rapport à l'énergie qui explique qu'on a besoin de bâtir vraiment de consolider les coopérations territoriales, de travailler sur une analyse systémique des territoires et non pas sur des propos caricaturaux qui opposerait les villes aux campagnes, les métropoles au reste du territoire, mais vraiment retisser ces liens. C'est pas de ça dont je vous parle. Moi, je vous parle du quatrième point, donc un petit point qui semble peut-être accessoire, mais on va voir que dans les faits, dans les chiffres et dans les enjeux, il prend sa part aussi dans le débat. Donc c'est cette métropole ordinaire, la métropole dont on nous parle peu finalement. Et quelle est donc l'économie de cette métropole ordinaire? Quels sont ces travailleurs invisibles et oubliés de tous? C'est à ça que j'ai voulu du coup consacrer cet ouvrage et mes travaux. Il se trouve que sur ce sujet-là, on a peu de choses, peu de statistiques, peu d'analyses. Alors il y en a, mais ce n'est pas ce dont on parle le plus quand on travaille sur ces objets-là. Donc, j'essaie de caractériser cette économie ordinaire, et on va rentrer dans le détail de quelles sont ses activités, quels sont ses travailleurs, comme une espèce d'économie située entre les enjeux d'export globalisé et les enjeux de consommation de proximité. Alors il se trouve qu'en économie régionale et urbaine, on sait travailler sur l'économie exportatrice, sur l'économie productive. L'INSEE nous sort des typologies permettant de travailler sur la sphère productive. Et puis on sait aussi travailler sur l'économie de proximité. On parle parfois de sphère présentielle en lien avec les données sur les flux de mobilité que vous avez écouté précédemment. Mais entre les deux, entre cette économie exportatrice, compétitive, industrielle, dont on parlera tout à l'heure, et cette économie de proximité, c'est-à-dire que l'on voit, qui est visible parce que c'est celle qui répond aux besoins des ménages, on a tout un ensemble de services à l'industrie, de services au commerce, de services aux autres activités qui est passé sous silence. Alors bien sûr, on sait que ces activités existent, elles sont ici répertoriées, elles sont diverses, on sait qu'elles existent, mais elles sont quand même largement invisibilisées par la statistique, c'est-à-dire que l'INSEE ne produit pas de typologie pour penser ce type d'activité. Elles sont invisibilisées par les politiques publiques, ce qu'on ne sait pas, compter, mesurer est souvent peu pris en compte, donc on a
peu de stratégies de développement économique spécifiquement axées sur ce type-là de métier, elles sont invisibilisées, on le verra aussi, par ce que sont ces pratiques. Alors vous voyez, je vous ai mis des exemples de ce que je considère comme étant cette économie ordinaire, cette économie productive ordinaire, donc des services aux entreprises divers et ordinaires, sécurité, nettoyage, maintenance, réparation, tout ce qui est logistique, transport, stockage, activités de support, mais aussi tous les métiers de demain sur la transition écologique, énergie, déchets, eau. Donc vous voyez un certain nombre d'activités de l'ordre finalement du quotidien de nos économies, mais que l'on repère peu et sur laquelle on a surtout peu de stratégies aujourd'hui dans les territoires. Donc, je vous l'ai dit, elles sont invisibilisées par la statistique, les cadres théoriques, c'est pas une pensée très, très présente dans l'économie régionale et urbaine, par les politiques publiques, mais aussi par le fait que c'est une économie qui est très souvent, alors pas exclusivement, on pourrait citer le contre-exemple d'Amazon en termes d'entreprises logistiques, mais elles sont quand même le plus souvent le fait de petits établissements, donc une myriade d'établissements sur lesquels il est aussi difficile évidemment d'agir, et quand on est développeur économique, c'est pas forcément ces interlocuteurs-là que l'on a en premier. Elles sont aussi difficiles à capter parce que c'est des activités qui sont en décalage par rapport au reste de la société. C'est les personnes qui viendront après que nous tous serons sortis de l'amphi pour ranger, pour nettoyer, pour préparer la salle pour demain. Donc, ce sont tous ces métiers aussi qui se passent en dehors de nos horaires habituels et pour lequel l'aménagement urbain, c'est ma spécialité, je suis spécialiste d'aménagement du territoire, l'aménagement urbain n'est absolument pas pensé pour ce type-là de travailleurs, pour ces activités. Et il y a de gros efforts à faire. Et puis, c'est essentiel, c'est-à-dire que c'est un ensemble de travailleurs mobiles et surtout ces sujets de décarbonation, de flux, mais même d'enjeux sociaux, le fait de ne pas savoir comment se déplacent ces métiers, comment se déplacent ces travailleurs, puisque aucune enquête de mobilité ne permet d'identifier quels sont les déplacements de ces travailleurs aujourd'hui en France. Donc on raisonne sur le lieu de domicile, lieu de travail. On sait tous si on est seulement rattaché à un domicile et rattaché à un bureau, un lieu de travail fixe. Mais pour tous ces métiers qui sont dans une logique de tournée, qui sont dans une logique d'aller voir leurs clients, qui sont dans une logique de déplacement quotidien pour aller de chantier en chantier, on a très très peu d'informations. Or, c'est évidemment majeur en termes d'action publique. Les enjeux sont économiques, c'est le back-office du front-office, sans cette économie, le reste ne fonctionne pas. Les enjeux sont sociaux, parce que ce sont très souvent des travailleurs qui ont des problématiques de logement, très clairement, qui ont des problématiques de mobilité. Je vous ai dit, l'offre de transport en commun n'est pas du tout adaptée à ces horaires décalés. Ce sont des enjeux écologiques. Très clairement, c'est typiquement des activités qui, aujourd'hui, sont les premières concernées par la ZFE. Ce sont des activités qui vont être les premières concernées par le ZAN, parce que ce sont des activités que les métropoles, par exemple, ne veulent plus ou que les territoires ne veulent pas accueillir faute de disponibilité foncière. Donc finalement, tout le monde vous voyez, c'est un peu les activités reléguées de l'aménagement urbain. Et puis, ce sont des enjeux territoriaux, évidemment, parce qu'on est vraiment sur une économie d'intermédiation. Alors, cette économie invisible et peu pensée par l'action publique locale, si elle représentait peu d'emplois, ça ne serait pas très grave. Le problème, c'est qu'elle représente 45% des emplois salariés aujourd'hui dans les métropoles. Donc, c'est l'économie métropolitaine dont on ne parle pas, mais qui fait les métropoles, qui participent évidemment des métropoles et qui participent de la métropolisation. Parce que ces activités, c'est le résultat évidemment de sous-traitance en cascade des entreprises qui se concentrent sur leur cœur de métier, sur ce qui rapporte de la valeur ajoutée, et on externalise ces activités-là. Ça a créé cette économie de service, cette économie qui a une place très particulière dans nos villes et dans nos métropoles, et qui aujourd'hui est pleinement une économie métropolitaine au service des autres territoires également. Là, en ce moment, je travaille sur un territoire rural où il y a beaucoup d'industries, et l'un des arguments donnés par les industriels pour cette localisation rurale, c'est d'avoir accès à proximité aux services ordinaires de la métropole de Lyon ou de la métropole de Grenoble. Donc on voit que les métropoles rendent aussi ce service-là, sauf qu'aujourd'hui, il y a conflit sur l'accueil de ce type d'activité.
Alors d'une ville à l'autre, ça c'est ma casquette de géographe, ce qu'est cette économie ordinaire varie beaucoup. L'économie métropolitaine ordinaire de Rennes, de Nantes, n'a rien à voir avec celle de Strasbourg. Il y en a plus ou moins selon les territoires. Et ce que j'ai pu montrer dans l'ouvrage, c'est que cette économie-là, elle est évidemment liée au système productif local. Il y a une économie ordinaire de base, fondamentale, qu'on va retrouver de façon équivalente dans tous les territoires, mais il y a aussi une économie ordinaire qui est liée au système industriel ou agroalimentaire du territoire. Donc on voit aussi en jouant sur ces spécialisations de services, les besoins, les trous, les manques dans la raquette pour de la réindustrialisation par exemple. Donc on a des territoires aujourd'hui qui sont en déficit de certains services dont ont besoin ces industries. Donc là aussi, en termes de perspective de réindustrialisation, il y a des choses aussi que l'on pourrait avancer. Donc c'est cette histoire-là, hein, c'est ce que je viens de vous raconter. Donc c'est une EMO fondamentale, socle de services aux entreprises, mais aussi une EMO qui peut être plus ou moins connectée aux synergies locales. Je donne quelques exemples. Hein. L'industrie pharmaceutique, chimique, agroalimentaire s'accompagne de plateformes logistiques et transports importantes. On a beaucoup d'intérim quand on a de l'industrie manufacturière, fabrication de produits métalliques, machines, industrie textile, etc. Donc c'est ces jeux, si vous voulez, de corrélation sur lesquels je me suis amusée un petit peu à creuser l'étude. La deuxième, ou la suite des informations, c'est intéressant aussi de regarder ce que ça donne en dynamique. C'est-à-dire que cette économie ordinaire, je vous ai dit qu'elle était finalement... C'est aussi l'idée de la désindustrialisation en trompe-l'œil. Hein. Beaucoup de spécialistes de l'industrie comme Anaïs ont aussi remis en question le fait de dire que la France était largement... Alors, la France est désindustrialisée, mais dans les chiffres de perte d'emplois industriels, il y a aussi tous ces mécanismes d'externalisation des services. Et donc, l'accélération des emplois dans cette économie ordinaire traduit aussi ce que j'ai dit avant en termes de sous-traitance et d'externalisation. Donc, vous voyez, si on prend le périmètre que j'ai défini de cette économie, on a à peu près 870 000 emplois qui ont été créés en 10 ans sur ce type-là d'activité, ce qui est énorme. Donc, on a un enjeu aussi en termes de dynamique, de croissance des emplois. Et vous voyez que ces créations d'emplois ont été à 75% créées dans ce que l'INSEE appelle les aires métropolitaines. Alors, c'est des aires assez grandes, hein, c'est une métropole et toute sa couronne périurbaine. Et 500 000 de ces emplois ont été créés dans les seules métropoles. Donc, ce qui, je pense, a intéressé aussi David et Lily quand ils m'ont dit d'intervenir, c'est que finalement, c'est un angle sur les métropoles ou un regard porté sur les métropoles que l'on a rarement et qui participe d'un début de réponse à quoi servent finalement aussi ce type de territoire. Donc, double phénomène de concentration dans les aires métropolitaines, mais desserrement vers les périphéries aussi, avec de forts enjeux évidemment de complémentarité à orchestrer. Donc, quand je travaille à une échelle plus locale, avec des collectivités sur ce sujet, on regarde évidemment dans le détail ce qui peut s'opérer comme arbitrage, complémentarité, partage finalement de cette fonction de service aux entreprises entre les centres et les périphéries. Un point à noter, c'est aussi des questions qu'on devrait se poser collectivement sur les enjeux sociaux, de par exemple l'emploi de l'intérim en 10 ans, subi ou choisi, mais ça participe de notre changement du rapport à l'emploi, changement de société dans ces questions d'emploi et de type d'emploi. Et enfin, en termes de résilience ou en tout cas en termes de choc économique, ce que l'on voit, c'est que cette économie, elle subit les chocs, c'est-à-dire qu'en 2008, en 2020, dans un premier temps, les emplois de cette économie baissent parce qu'elle est très connectée à l'économie exportatrice, qui, elle, subit les chocs de plein fouet. Mais par contre, elle rebondit très vite, c'est-à-dire que c'est parmi les premiers secteurs qui rebondissent après une crise. Donc il y a aussi un phénomène de résilience et d'enjeu de résilience pour les territoires à accompagner cette économie. Au final, les conclusions de ce travail, c'est d'essayer d'attirer l'attention sur ces métiers, d'essayer d'attirer l'attention sur ces activités, afin, et cette phrase, je la reprends d'un des ateliers de construction de politique publique qu'on a mené sur ces sujets-là, afin de rendre service à ceux qui nous rendent des services. Donc, on voit que l'économie métropolitaine ordinaire accompagne depuis 30 ans ce processus de métropolisation. Il fait émerger
nouveaux modes d'organisation du travail, de nouvelles précarités salariales. Hein, c'est pas toujours joyeux aussi d'être un travailleur de cette économie-là. Et puis surtout, elle fait, alors ça c'est de ma casquette à aménagement, elle fait émerger de nouveaux besoins en termes d'aménagement urbain, que ce soit en termes de locaux d'activité, que ce soit en termes de mobilité. La question de la mobilité de ces travailleurs est essentielle, que ce soit aussi en termes de temporalité. Hein, je vous ai dit toute cette question des horaires décalés, de ce qu'on avait appelé le chrono-aménagement en son temps, mais aussi des enjeux de transition écologique. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, ces activités sont percutées de plein fouet par les enjeux climatiques, par les changements qu'il va falloir opérer sur la mobilité, sur l'espace occupé, le foncier disponible. Et ce sont souvent des entreprises qui ont des difficultés à transiter ou en tout cas à aborder ces changements et sur lesquels il va falloir les accompagner. Le petit ouvrage se finit avec des possibilités de pistes pour l'action, en tout cas des réflexions pour aller un peu plus loin. La plupart de ces réflexions sont issues de travaux que l'on mène donc dans les territoires, c'est-à-dire qu'on organise des ateliers de co-construction de politiques publiques. On observe aussi des journées types de travailleurs de cette économie et on a par exemple construit des planches de bande dessinée pour montrer voilà, comment se passe la journée d'un réparateur d'appareils informatiques, comment se passe la journée d'une personne qui travaille dans une entreprise de nettoyage industriel. Et on voit au fur et à mesure de la journée toutes les problématiques auxquelles ces travailleurs sont confrontés. Mobilité, pas de possibilité de recharger son téléphone, on mange un sandwich entre deux transports en commun avec des lignes qui sont mal connectées, etc. etc. Ou des chefs d'entreprise aussi qui ont des problèmes d'accueil et d'insertion. On sait que par exemple dans le périurbain, le tissu périurbain, beaucoup de pavillons sont aussi finalement des lieux d'activité pour ces métiers-là. Alors 3 pistes pour l'action, il y en aurait plein, mais en tout cas 3 registres d'interpellation. Déjà, changer de regard, prendre le temps de porter une attention à ce type-là d'économie. Et on a aussi vu, ça c'était avec le territoire grenoblois, qu'il y avait peut-être des marges de manœuvre avec les grandes entreprises, les grands donneurs d'ordre du territoire que là, évidemment, les développeurs économiques connaissent et qui, dans leur politique de RSE, pourraient aussi avoir une attention portée à leurs sous-traitants, puisque toutes ces entreprises sont les sous-traitants des grands donneurs d'ordre. Deuxième piste, c'est changer de méthode. Alors, casquette de chercheur, c'est l'accès aux données. C'est-à-dire que si l'on voulait se donner les moyens de le mesurer vraiment, si on ouvrait les bases de données existantes, on pourrait dire des choses encore plus fines que ce que je vous raconte là sur qui sont ces travailleurs. Alors des chercheurs sont sur ces sujets-là en ce moment et des chiffres encore plus précis croisant les métiers, croisant les secteurs d'activité sont en train d'être produits. Mais par contre, sur les questions de mobilité, typiquement, il faut pouvoir intégrer ces sujets dans les enquêtes de mobilité-déplacement, dans la façon dont aujourd'hui on observe et on pense la suite de l'histoire. Je fais partie d'un comité scientifique qui a pensé le Grand Paris Express, mais qui là se pose les questions des RER métropolitains. Et je trouve que le diagnostic posé au départ n'intègre par exemple pas du tout cette question des travailleurs mobiles. Et du coup, on va encore peut-être passer à côté de ces problématiques. Troisième point, c'est l'aménagement urbain. Alors, ce n'est pas la seule réponse, évidemment, mais du côté de l'aménagement, beaucoup de choses aussi sont possibles sur des questions voilà, de stationnement, de grille horaire des transports en commun, sur des flottes utilitaires de véhicules en covoiturage. Donc, toutes les petites suggestions qui sont notées ici sont issues de ces ateliers de co-construction de politique publique que l'on mène avec les territoires qui ont pris à bras le corps ce sujet. Et un des sujets sur lequel aujourd'hui planchent certains territoires, c'est la question des PLH, de savoir justement comment dans l'habitat, dans la prospective, la planification de l'habitat, on peut insérer aussi cette problématique de travailleurs qui sont au service finalement d'une économie métropolitaine et périmétropolitaine, mais qui n'y trouvent pas leur place, qui ont des problèmes évidemment pour s'y loger et qui sont là aussi encore un peu des victimes de tous ces processus.
Voilà, j'en ai terminé et je suis complètement dans les temps. Je vous remercie beaucoup.